Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Nous sommes ensemble ce matin pour une émission consacrée à un enjeu stratégique pour les entreprises du bâtiment, celui du marché de la rénovation énergétique des bâtiments tertiaire. La rénovation énergétique qui représente tout confondu un marché de 165 milliards d'euros avec beaucoup d'opportunités sur le petit tertiaire notamment où la réglementation, vous le savez, s'intensifie. Alors pour capter ce marché, des systèmes performants existent comme la GTB, la gestion technique du bâtiment, ou la GTC, la gestion technique centralisée, s'appuyant sur des outils innovants et connectés. Alors, pourquoi finalement s'intéresser au management énergétique des bâtiments et que peut-on y gagner? Comment mettre en place une GTB efficace et proposer à vos clients cette nouvelle offre de service? Quelles solutions existent, techniques, et quel accompagnement surtout? On en parle sur ce plateau ce matin en direct avec mes trois invités. Christophe Vitry, bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur technique Transition énergétique France chez Siemens Smart Infrastructure. À vos côtés, Marie-Hélène Huse, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de formation au COSTIC, c'est le comité scientifique et technique des industries climatiques. Et enfin, Stéphane Sajou, bonjour. Alors vous, Stéphane, vous avez plusieurs casquettes à votre actif, dont celle du président fondateur du groupe de génie climatique GCA. C'est un groupe composé de 6 entreprises spécialisées dans le secteur du génie climatique et de l'efficacité énergétique pour des bâtiments durables. Et parallèlement, vous êtes également président de la FFB Île-de-France-Est, de la commission des marchés de la FFB nationale et membre de son COMEX, et vous êtes aussi adhérent à l'UMGCP depuis 15 ans. Autant dire que votre emploi du temps doit être assez chargé. Stéphane, merci. On peut dire ça. Merci d'être avec nous ce matin et bien entendu, vous qui nous suivez à distance, si vous suivez cette émission depuis un petit moment, vous connaissez le principe, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos réactions via le chat, elles sont les bienvenues. On y répondra tout à l'heure en fin d'émission. Mais d'ici là, pour débuter, je me tourne vers vous, Marie-Hélène. J'en parlais à l'instant dans mon introduction, je parlais de GTB, de GTC. Pour y voir plus clair, est-ce que vous pourrez revenir un instant sur ces deux acronymes, nous dire de quoi il s'agit et quelles sont les différences? Alors effectivement, il y a plusieurs sigles qu'on entend. Voilà, donc le terme de GTC, gestion technique centralisée, qui est un petit peu plus ancien, et puis un terme plus récent, gestion technique de bâtiment, qui d'ailleurs a été lancé par l'Acoustique il y a maintenant de nombreuses années. Alors on aime bien, nous, cette notion de gestion technique de bâtiment avec le B comme bâtiment, parce que on voit bien que finalement, c'est de la gestion technique attachée à l'ensemble des services en fait, de génie climatique, ce qu'on appelle CVC, chauffage, ventilation, climatisation, donc associé vraiment à l'ensemble du bâtiment. Donc c'est déjà un point. Voilà. On parle aussi quelquefois de gestion énergétique des GTEB, voilà, donc plusieurs acronymes effectivement. Alors on définit en fait, pour poser un petit peu les choses peut-être ce matin, on définit un système de GTB comme répondant à 3 grands services. Un service de surveillance, c'est le premier niveau en fait, voilà, un niveau un petit peu basique. Un service qui est plutôt un service en fait de pilotage, voilà, d'automatisation, on pourra y revenir. Et puis un service aussi de suivi énergétique. On est aussi là pour parler d'évoquer ce service-là, bien sûr, ce matin. Donc voilà ce qui est. Et en fait, entre GTC et GTB, pour répondre à votre question, on fait au caustique assez peu de différence entre ces. Voilà, en termes de solutions techniques et autres. Voilà, c'est plus une question d'appellation, en fait. Donc voilà, donc chacun l'appelle effectivement GTC ou GTB. Très bien. Peu de différence. Bon, c'était important déjà. À ce niveau-là, voilà. Parce qu'on peut se dire entre deux acronymes. On a bien compris qu'effectivement, c'était peu importe comment on l'appelle. Par contre, il y a des enjeux par rapport à ça, l'enjeu notamment de suivi énergétique qui est très important. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire en quoi c'est clé dans les préoccupations actuelles? Quels sont les enjeux? Alors effectivement, l'enjeu, vous l'avez déjà évoqué, voilà, c'est vraiment l'enjeu de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Donc en premier lieu du CVC, ça c'est l'enjeu clé. Donc l'enjeu clé, effectivement, il est basé avant tout sur un suivi énergétique. Donc le niveau le plus élevé, effectivement, de services apportés par le système de GTB. L'enjeu, c'est bien sûr de pouvoir savoir ce que l'on consomme, savoir quels sont les postes consommateurs, pouvoir agir sur ces postes consommateurs et en premier lieu sur les aspects de régulation, d'automatisation au sens large. Voilà, donc on est vraiment sur ces enjeux-là. Alors, pour que le suivi énergétique fonctionne bien, effectivement, nous, ce qu'on aime au caustique, c'est dire que
le système de GTB, les mots sont pesés, donc le système de GTB, c'est vraiment un outil. Voilà. C'est un outil qui va être au service de la gestion technique du bâtiment au sens très large. Donc comme tout outil, bien évidemment, il faut qu'il soit adapté à l'utilisateur au sens très très large. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va travailler très très en amont sur la notion de cahier des charges fonctionnel. Alors on ne va pas bâtir un système de GTB de la même façon, si c'est pour être implémenté dans un bâtiment d'un parc communal, d'une petite commune, voilà, d'un petit tertiaire, ou bien d'une tour de la Défense. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important, d'avoir un outil adapté. On pourra le réévoquer sans doute au cours de cette heure de l'UMGCCP. Voilà. Et puis, là aussi, le suivi énergétique, ça doit reposer sur un plan de comptage. On le redira peut-être aussi, voilà, qui soit bien travaillé avec un certain nombre d'indicateurs qu'on va étudier, dont on va étudier effectivement les dérives, voilà, identifier des dysfonctionnements. Voilà. Donc c'est vrai, c'est effectivement l'enjeu, voilà, de ce suivi énergétique. Des enjeux qui s'inscrivent dans un cadre légal, je pense notamment au décret tertiaire, au décret BACS. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes lignes ? Oui, on peut aussi poser effectivement les choses. Alors, on commence par le décret tertiaire, qui est le décret effectivement qui est un petit peu plus ancien, donc juillet 2019, pour situer les choses. C'est un décret qui s'inscrit dans une transposition d'une directive européenne, la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Comme son nom l'indique, ça va s'adresser aux bâtiments tertiaires, donc supérieurs à 1000 m². Et là, c'est un texte en fait qui est important parce que il s'inscrit dans un objectif, effectivement, dans une obligation de résultat. Voilà, avec des réductions de consommation qui sont vraiment drastiques. Vous les connaissez. Donc, par rapport à une année de référence, il faut aller à moins 40% de consommation à l'horizon 2030. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est demain en fait, ces économies drastiques. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Dans la continuité de ce décret tertiaire, donc en juillet 2020, on a un décret qui s'appelle le décret BACS. Alors, BACS, voilà, c'est Building Automation Control System. Si on traduit en français... Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, c'est peut-être pas mal, voilà. C'est système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. D'accord. Voilà, donc traduisons en français. Effectivement, juillet 2020, une obligation pour des bâtiments de puissance supérieure à 290 kW, de mettre en place, d'implémenter un système de GTB. 3 ans plus tard, avril 2023, on est sur un autre texte, un autre décret qui va imposer, abaisser en fait ce seuil à 70 kW. Donc là, on est vraiment dans le petit tertiaire qu'on évoquait déjà avant. Donc ces deux textes-là, c'est plutôt finalement une obligation, en comparaison avec le décret tertiaire, une obligation de moyens. Voilà, il faut mettre effectivement les moyens, mettre en place ce système de GTB. Alors, on parle aujourd'hui plutôt de bâtiments existants. Donc, les dates limites d'implémentation pour les bâtiments existants, c'est là aussi très, très rapide. Ça va intervenir très rapidement. Pour les bâtiments avec des puissances supérieures à 290 kW, c'est le 1er janvier 2025. Et puis, pour les bâtiments de puissance inférieure à 110 kW, ça va être donc 1er janvier 2027. Et c'était important, début d'émission, je souhaitais que vous nous rappeliez effectivement ces obligations légales. Merci Marie-Hélène. Donc des obligations légales qui tendent forcément vers l'émergence de nouveaux marchés de l'efficience énergétique. Et là, je me tourne vers vous Stéphane. C'est des marchés qui ont une forme différente, il y a des outils différents. Quelle approche il faut en avoir ? Bien, effectivement, vous avez raison, c'est des nouveaux marchés. Alors, on va mettre de côté tout de suite le marché du neuf, je voulais quand même y revenir 2 secondes, puisque là, ce marché est déjà réglementé techniquement pour répondre aux objectifs d'économie d'énergie, et on se recentre sur le marché de la rénovation énergétique. Ce marché, il est très multiforme. Il y a le logement collectif qui représente un gisement d'économie d'énergie assez important. Il y a le marché du tertiaire dont on va parler plus précisément. Marché qui se refragmente encore en plusieurs segments. Le public, le privé. Et donc, en fonction de ces marchés-là, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est que la plupart de nos adhérents, les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui sont dans le domaine du génie climatique de près ou de loin, effectivement, il y a cette question à se poser de d'où je parle en tant qu'entrepreneur et comment je vais m'adresser à ce marché et comment je vais déployer mes compétences sur ces marchés.
Et quand on regarde ces marchés, si on prend le marché du logement collectif, on sait tous qu'entre le moment où, dans une réunion de syndic de copro, on commence à parler de rénovation énergétique de son bâtiment avec 20, 50, 30, 150 logements, ça commence à devenir difficile et qu'il va falloir prendre des décisions, faire des chiffrages, faire des études, trouver une entreprise qui va réaliser des travaux soit monogestes, soit multigestes. Et dans ce contexte-là, on voit tous que ce marché en particulier est difficilement accessible pour des petites entreprises parce que ça demande des investissements commerciaux, des investissements en temps, et c'est très consommateur de fonds propres pour nos entreprises, puisqu'il faut, par exemple, aller remplacer une chaudière au titre par un système de pompe à chaleur ou d'autres systèmes. Et là, du coup, il y a des mécanismes d'investissement qui s'inscrivent sur la durée et qui sont assez lourds. Donc quand on regarde ce marché-là, on se dit effectivement, là, il y a un gros gisement d'économie d'énergie, mais en même temps, pour nos entreprises, petites et de moyennes, réparties sur l'ensemble du territoire, ça pose un problème d'accessibilité. Quand on regarde un petit peu plus avant, on se rend compte que, notamment, il y a 90% des bâtiments du tertiaire qui font moins de 5000 m² et qui émettent 70% de gaz à effet de serre. Et puis là, du coup, on se dit, sur la répartition géographique, sur l'accessibilité à ce marché-là, quand je dis d'accessibilité au marché, alors je ne fais pas du grand marketing, mais je parle en tant qu'entrepreneur. Moi, j'ai ma boîte qui est dans une zone d'activité, dans une zone industrielle. Il y a tout un tas de bâtiments tertiaires qui répondent aux critères qui ont été évoqués tout à l'heure, et qui sont accessibles directement pour tout un tas de raisons. La première raison, c'est que nos entreprises peuvent y accéder directement, s'adresser directement à ce marché-là pour proposer un certain nombre de services qui sont liés à la rénovation énergétique et qui répondent à ces critères légaux et qui répondent aussi à un critère très important pour les propriétaires et les utilisateurs de ce genre de bâtiment, qui est de réduire vraiment leur consommation énergétique et donc leur facture énergétique, puisqu'on sait que les temps sont durs et que ça ne va pas s'arranger. Et donc quand on voit ça, on se dit déjà, il y a une capacité à adresser ces marchés-là d'une manière différente. Et puis, quand on va un peu plus loin, puis alors là, tout à l'heure, vous parliez de plusieurs casquettes, je dirais plusieurs cases de chantier en ce qui me concerne. Par rapport aux adhérents qui sont à la FFB, en particulier à l'UMGCCP, il y a un vrai intérêt aussi parce que sur l'ensemble du territoire, nos entreprises sont distribuées autour des différentes municipalités, collectivités. Et donc là, il y a vraiment un intérêt aussi à pouvoir avoir une réponse très locale, et il y a beaucoup d'appétence pour la réponse locale, notamment dans le public, à ce que nos entrepreneurs qui sont dans ces métiers du génie climatique puissent intervenir. Et puis on va encore un peu plus loin pour adresser ces marchés. En fait, on se rend compte que la plupart des gens qui sont dans le génie climatique, qui travaillent chez le particulier, qui travaillent dans du petit tertiaire ou dans des collectivités locales, ils ont tous les compétences à la fois de proposer des systèmes de production énergétique, pompe à chaleur, chaudière à gaz, basse consommation, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis, ils ont tous aussi capacité à programmer des thermostats, à installer des systèmes connectés de première couche, on va dire. Donc, ils ont tous cette compétence-là. Ils ont tous aussi une culture, on a tous une culture sur l'énergie et les économies d'énergie. C'est la base de nos métiers. Et donc, on voit que quand on commence à réadresser son métier, à se poser la question du marché, à se dire, voilà, il y a peut-être des possibilités à aller sur ce marché du tertiaire et d'y aller en direct, du petit tertiaire et d'y aller en direct. C'est près de chez moi. J'ai des clients à qui je peux parler à hauteur de vue. C'est le patron de la boîte d'en face ou le propriétaire de la SCI qui abrite une activité X ou Y. Je connais les métiers, puisque voilà, j'ai ces métiers-là. Et puis derrière, quand on va encore un peu plus loin, il y a quelque chose encore de très intéressant, c'est que si on revient dans le logement collectif, une des composantes de la complexité de mise en place de systèmes de GTC, GTB, ou de systèmes permettant des économies d'énergie, c'est souvent des contraintes aussi qui sont très bâtiments de France, qui sont très compliquées d'un point de vue réglementaire. Puis quand on regarde de près un bâtiment industriel 2000 m² dans une zone d'activité, on se dit, voilà, quand j'arrive avec une solution, moi, qui permet de faire du management énergétique, de répondre aux critères légaux qui nous ont été décrits tout à l'heure, derrière ça, on va pouvoir aussi proposer à nos clients de scénariser un petit peu ces économies d'énergie. Et puis, s'il faut qu'ils mettent du panneau photovoltaïque sur le toit,
ça pose de problème à personne. S'il faut mettre une pompe à chaleur avec un condenseur sur le parking, ça pose de problème à personne. Si je peux implémenter des bornes RVE pour mes propres véhicules électriques, et pourquoi pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, aussi devenir une station-service dans la zone industrielle, ça pose de problème à personne. Et du coup, là, on est dans un cycle opérationnel de mise en œuvre d'un certain nombre de systèmes qui devient possible très rapidement et qui, du coup, aussi dégage un intérêt aussi assez immédiat pour les clients. Donc, quand on regarde ce marché-là, on est sur le petit tertiaire privé, on voit que là, il y a vraiment un intérêt. Et puis, il y a le marché du public, et les marchés publics. Et les marchés publics, c'est pareil, quand on regarde le dessin des marchés publics, on a entendu parler des 44 milliards qui vont être mis à disposition avec le plan EduRénov pour rénover les bâtiments d'éducation, de l'éducation nationale. Mais on a aussi, dans des communes de moins de 20 000 habitants, un gymnase, une mairie, une école élémentaire, qui sont à la main au niveau de la décision du conseil municipal et du maire. Et là, c'est pareil, il y a une forte appétence aussi des élus locaux à avoir une réponse de proximité, des entreprises qui soient capables et à même de leur ramener des solutions. Et donc là aussi, il y a un grand intérêt sur ces petites communes de se présenter sur ces marchés. Alors pourquoi je mets la barre à 20 000 habitants ? Parce que ce qu'on sait bien aussi dans les intercommunalités, c'est que au-delà de 20 000 habitants, on a des municipalités qui travaillent plutôt en groupe avec les EPCI, les Comcom, avec le département, et qui font appel à des véhicules de consultation, d'appel d'offres, qui sont souvent beaucoup plus complexes et beaucoup plus larges. Et donc là, on passe par des MGP, par des CPE, et donc là, on est dans un cycle, je dirais, relativement classique de consultation pour intervenir sur les bâtiments. Mais là, de fait, on est à nouveau dans une dynamique où nos entreprises qui sont sur les territoires sont plus prescriptrices de la solution, sont plus les metteurs en œuvre localement des solutions, mais on est dans un chaînage effectivement qui est un petit peu plus compliqué. Ce qui n'est pas interdit, bien sûr, d'y aller. Mais je crois qu'il y a vraiment un grand intérêt sur ce marché qui est relativement vierge, que nos entreprises se positionnent en tant qu'un peu architecte de cette rénovation énergétique à proximité, et puis avec aussi un gros enjeu, c'est que il y a forcément des opérateurs extrêmement commerciaux qui sont là pour fournir des solutions très focus sur certaines technologies et qui font un marketing assez puissant sur ce sujet-là, ce qui n'est pas forcément la grande capacité de nos entreprises sur les territoires, et pas plus de la mienne que des autres. Et résultat des cours, je pense que nous, on a vraiment cette capacité par nature en tant que opérateur de l'énergie, je vais appeler ça comme ça, à intervenir sur le territoire. Et cette notion de marché, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet d'adresser ces marchés-là de façon assez directe. Alors, on voit effectivement les opportunités. C'était très clair, Stéphane. Maintenant, je me tourne vers vous, Christophe, puisque vous parliez de management énergétique, et ça va être intéressant d'y revenir, puisque c'est un terme, peut-être vous qui nous suivez, que vous avez déjà entendu, mais vous vous dites, tiens, de quoi s'agit-il vraiment ? Je ne sais pas vraiment. Alors, c'est quoi le management énergétique concrètement, et quel en est l'intérêt ? Alors concrètement, c'est créer de la valeur pour chaque acteur du bâti. C'est bien gérer en fait son énergie dans un bâtiment, et à partir de là, bien sûr, on va mieux gérer la dépense énergétique. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas produire ce qu'on ne va pas consommer en quelque sorte, et puis surtout essayer d'optimiser au maximum l'énergie. Donc bien la gérer en respectant les normes, en respectant les engagements, et c'est souvent le maître d'ouvrage qui s'engage, qui a la responsabilité de son bâtiment. Bien sûr, il engage aussi tous ses acteurs, ses sous-traitants, les maîtres d'œuvre, et puis les exploitants, et toute la chaîne qui intervient dans le bâtiment. Et puis surtout, il va dans plusieurs cas respecter ses objectifs de développement durable, parce que n'oublions pas, tout ce que l'on met en place dans le management énergétique, c'est bien pour atteindre et contribuer à la décarbonation des territoires. Et ça a été dit tout à l'heure, pour le zéro carbone en 2050. Donc tous ces éléments vont concourir en fait à avoir des objectifs RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et également du développement durable. On ne peut pas l'éviter aujourd'hui quand on aborde un client, quand on aborde un maître d'ouvrage. Forcément, il faut parler de ses objectifs de développement durable et également de ses engagements. Le deuxième point, c'est la partie financière, évidemment. On le sait, la partie d'un bâtiment, sur 100%, vous allez avoir 75% d'exploitation, 25% seulement dans le coût de sa construction, 75% sur sa durée de vie, ça va être l'exploitation, les factures. Et la facture énergétique, c'est souvent un tiers de la facture de la vie du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment important aussi sur cette
sur cet élément et les data vont permettre en fait de prouver justement les économies d'énergie et l'ensemble du management et des éléments qui vont permettre de le manager. Et comment on le fait? Eh bien, pour gérer efficacement, c'est important aussi d'avoir des outils et d'avoir des ressources. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les plus beaux outils, on va en parler, on va y revenir, mais si on n'a pas derrière des spécialistes, des experts, des économes de flux, etc., pour les gérer, des gens bien formés, on y reviendra probablement, eh bien là, je pense que nous ne pouvons pas y parvenir. Donc le point important aussi, c'est le comment, et dans ce comment, il y a tous ces outils. Et puis on va agir sur toutes les sources, la source électrique, la source chaleur, chauffage, climatisation, eau. En fait, ça va être quelque part un condensé de l'ensemble de ces éléments qui vont permettre vraiment d'arriver à un management énergétique efficace. Alors, on a vu avec vous le quoi, le pourquoi, le comment, le mode opératoire. Maintenant, finalement, quelle est la proposition de la valeur de la plateforme? Comment ça fonctionne, Christophe? Oui, alors avant peut-être de parler de la plateforme, on va parler peut-être de l'approche, parce que c'est Allons-y sur l'approche déjà, de comprendre. Pour tous ceux qui nous regardent, d'approcher aussi les maîtres d'ouvrage, et ils sont très sensibles à ça, on le voit de plus en plus. C'est d'abord de se poser avec lui. Déjà, il faut se poser avec le maître d'ouvrage, avec le propriétaire, et se dire, voilà, on va faire une photo, on va faire un bilan énergétique de votre bâtiment, et avec cette photo-là, on va pouvoir discuter, échanger sur des priorités. Ça va forcément révéler des choses importantes, soit des bâtiments très énergivores, sur un parc de bâtiments ou juste une école ou une mairie ou autre. Ça va révéler aussi des choses, des gisements d'économie. Donc ça, c'est très important d'avoir cet échange avec le maître d'ouvrage et avoir cette photo qui va permettre de savoir d'où l'on part pour savoir où l'on va. C'est important. Et ensuite, la deuxième étape, c'est bien de capter les données, donc de mettre en place justement pour alimenter la plateforme dont vous parliez, Nicolas, c'est d'avoir des Internet des objets, on appelle IoT ou Internet des objets, des capteurs, des thermostats, des vannes, etc., qui vont pouvoir remonter des données et qui vont pouvoir justement capter cette donnée, la remonter et on va pouvoir ensuite l'analyser. Et quand on l'analyse, c'est la troisième et dernière étape, quand on l'analyse, on va vraiment à ce moment-là pouvoir envoyer des scénarios, pouvoir discuter avec justement les économes de flux, toutes les personnes qui s'occupent de cela, et pouvoir vraiment bien manager, bien gérer cette partie de management énergétique et donc de démarche de développement durable. Alors, vous parliez d'un capteur, sans trop rentrer dans les détails techniques. Oui. Il me semble que juste à côté de vous, Oui. si on peut faire un petit zoom en régie, justement avant que vous nous disiez comment fonctionne concrètement la plateforme de management énergétique, on a vu un peu comment on peut mettre ça en place avec le maître d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce capteur que vous avez à côté de vous, sans être trop technique, mais qu'on comprenne comment ce que c'est? C'est un capteur qui va vous permettre, en fait, dans une salle, dans une pièce, de remplacer déjà souvent les tubes néon fluo qu'on connaît là, qui ne sont plus vendables aujourd'hui. Donc, souvent, on va passer à la LED. Et quand on va passer à la LED, on va pouvoir poser ce genre de capteur qui va faire simplement une présence dans la pièce. Est-ce que j'entre dans la pièce? Est-ce que je peux éclairer ma pièce? Ça va graduer aussi avec l'éclairage extérieur. S'il y a du soleil, ça ne sert à rien d'avoir une luminosité importante. Et ensuite, ça va faire d'autres choses. Ça va enregistrer les flux de personnes, de présence et surtout d'occupation. Parce qu'un réel sujet, et on en discute souvent avec les clients finaux, les maîtres d'ouvrage, c'est que tous leurs bâtiments sont souvent inutilisés sur des longues périodes. Par exemple, est-ce que vous savez dans une école combien de temps sur une année complète elle est utilisée? 20% du temps. Ah, effectivement. 80% d'inoccupation, 20% du temps quand on enlève les week-ends, les soirs, les vacances, etc. Et idem pour du bureau, idem pour des commerces. Donc ça veut dire que quelque part, c'est très important de savoir la présence et autres. Et ce capteur permet par exemple cela et tout un tas d'autres choses qu'on pourra développer. Alors, si on en vient à la plateforme... Alors, la plateforme, justement, que vous avez développée chez Siemens, elle fonctionne comment? C'est quoi sa valeur ajoutée? Alors, la plateforme, elle s'appelle Building X chez Siemens, et c'est donc une sorte de logiciel pour ceux qui nous regardent. Vous avez tous un smartphone. L'idée, elle est par exemple de dire que cette plateforme, c'est l'iOS, en quelque sorte, la programmation de votre smartphone. Donc, c'est pareil. On va pouvoir avoir des applications qui sont ouvertes et interopérables, accepter ce qu'on appelle les API, donc c'est comment on peut faire discuter en fait les applications entre elles. Et vous avez tous ces petits symboles sur par exemple la météo, vous avez un certain nombre de choses sur votre smartphone. Et bien là c'est pareil, de façon assez simple, on va pouvoir ensuite agglomérer l'ensemble
des différents usages que nous souhaitons pour le bâtiment. Donc c'est une application qui est très ouverte. Et une des valeurs ajoutées, c'est donc savoir ce que l'on consomme, où on consomme, c'est ça? Exactement. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, D'accord. c'est d'avoir des datas qui sont fiabilisées, et c'est d'avoir le lieu de consommation et pouvoir ensuite justement prioriser des parties de bâtiments, prioriser des activités dans les bâtiments. On peut aussi facilement s'appuyer sur ces données qui remontent sur cette plateforme Building X pour chiffrer des travaux, par exemple, pour avoir des bouquets de travaux. Parce que ce que nous disent aussi nos clients finaux, les différentes personnes qui s'occupent des budgets, c'est qu'elles ont des difficultés à apporter des preuves tangibles, d'être concrets sur les différents postes. Et là, ça va nous permettre en fait de pouvoir les aider, de pouvoir aider les clients finaux à faire passer leur budget, parce que c'est le nerf de la guerre aussi. La transition énergétique a été rappelée, il y a quand même un point important. Et puis en fait, cette plateforme, elle va permettre aussi de respecter bien sûr les décrets éco-tertiaires et décrets BAX pour pouvoir amener l'ensemble des données, l'ensemble des graphiques, l'ensemble de tout ce dont on a besoin. Et c'est très convivial, c'est très bien fait pour que voilà, ce soit simplement compréhensible par le client et qu'il puisse peut-être faire des benchmarks, rappeler des sujets à ces différentes équipes. Alors, je rebondis sur ce mot compréhensible que vous disiez, Stéphane. Quand on écoute Christophe, on a le sentiment cette interface de management énergétique est assez simple à mettre en œuvre, même pour le petit tertiaire, parce que peut-être celles et ceux qui nous regardent disent « Ouh là là, mais ça sent l'usine à gaz », mais pas du tout. Ça a l'air assez simple. Est-ce que c'est bien le cas? C'est effectivement assez simple. Alors, on y a beaucoup travaillé aussi pour avoir des solutions qui soient simples en finale. Puis pour repartir un petit peu sur cette simplicité, je me remets, moi, du côté de nous, entrepreneurs, et puis de comment moi je présente ça aux clients, parce que nos clients du petit tertiaire n'ont pas non plus une grande culture des plans de comptage et ainsi de suite, mais ils ont des besoins. Et souvent, moi, je prends l'exemple, et je vais vous expliquer pourquoi on a travaillé, comment on a simplifié les choses par rapport à ça. Moi, je vulgarise les choses avec mes clients et je leur dis, écoutez, en fait, nous, quand on vient vous voir, on fait déjà un état des lieux de votre voiture. Voilà. Donc, vous avez une voiture qui est un peu une voiture d'occasion. Donc, ça, c'est l'audit énergétique, quelque part, avec... c'est du diesel, c'est du 95 ou 98 que vous consommez. Vos pneus sont neufs, sont pas neufs, votre carrosserie est défoncée. Enfin, voilà. OK. Et puis après, nous, ce qu'on vous propose en tant qu'entrepreneur, c'est la chose suivante, c'est de démonter votre compteur avec cette aiguille qui vous indique une vitesse un peu globale. Et on va vous poser un compteur qui va être capable de nous dire combien on consomme par source pour la lumière, pour les services généraux, pour le chauffage, pourquoi pas pour l'eau aussi, on y reviendra après. Donc on va déjà démonter votre vieux compteur analogique, on va vous mettre un compteur qui va être capable de dire combien on consomme par usage. Et puis on va aussi vous poser un GPS dans votre voiture. Et ce GPS, c'est cette plateforme de management énergétique. Ça va nous permettre effectivement de récupérer ces données de consommation, à quelle vitesse vous roulez dans tous ces secteurs d'excès de vitesse en consommation énergétique. Et puis avec ce GPS qu'on va vous poser dans votre voiture, on va aussi vous aider à le programmer et puis on va l'adapter aussi à vos besoins. Alors quand on a ce discours-là, on voit bien que on commence à simplifier un petit peu les choses et que notre GPS notamment va être un peu le siège de cette scénarisation après pour nos clients d'aller vers le décret tertiaire dont on parle et qui est le socle un peu légal aussi, qui nous permet de développer tout ça. Alors quand on a dit ça, c'est une première chose, mais c'est un pas vers la simplification. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a des outils techniques derrière, il y a une solution technique à déployer. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique, elle peut avoir du sens si on a ces outils extrêmement développés, mais s'ils trouvent vraiment une résonance opérationnelle sur le terrain. Sinon, on parle de jolies choses, mais les économies d'énergie ne sont pas chez nos clients au bout de la facture le mois prochain quand on est intervenu. Donc quand on a travaillé à ce sujet-là depuis 2 ans, vraiment en partenariat très étroit avec la société Siemens, on a pris des cas d'usage, on a pris des bâtiments sur lesquels on a élaboré les solutions et on les a mises en œuvre, y compris d'ailleurs sur le financement, on y reviendra aussi tout à l'heure, pour vraiment préparer une solution packagée qui peut être mise à disposition de nos opérateurs, de ceux qui nous écoutent. Et là donc on s'est posé la première question, déjà comment on peut isoler une solution simple pour aller capter les consommations électriques, les consommations de gaz, comment on peut collecter les informations qui sont présentes ou pas présentes sur le site avec des capteurs, des actionneurs et des engins qui pilotent et la régulation.
Comment on peut ramener ça sur une plateforme de management énergétique global qui va pouvoir récolter et collecter toutes ces informations? Comment on va faire pour, sur ces petits bâtiments tertiaires, éviter de déranger tout le monde, de déposer des faux plafonds, d'aller tirer des prises RJ45, de faire des programmations dans tous les sens, d'être face à des multi-protocoles que certains d'entre nous connaissent bien, qui sont compliqués à conjuguer, à faire fonctionner ensemble. Et puis après, comment on va proposer à nos clients cette plateforme de management énergétique qui, en définitive, l'affichage de leur GPS, avec une interface qui soit la plus conviviale possible, avec une interface aussi qui affiche le nom de l'entreprise. C'est des détails, mais c'est des choses qui sont très importantes. On en a parlé quelques fois avec les services de Siemens. Et puis, comment on va aussi se donner la capacité, avec cette plateforme de management énergétique, d'avoir un système qui puisse évoluer. Donc, surtout cette chaîne de solutions techniques, à chaque fois, on a isolé les solutions les plus simples à mettre en œuvre pour que nos entreprises puissent les mettre en œuvre, les mettre opérationnellement en œuvre sur le terrain pour aboutir à la plateforme de management énergétique. Et là aussi, avec une exigence assez particulière, qui est celle qui a été développée par les services de Siemens en collaboration avec certaines de nos entreprises, d'avoir cette plateforme où on va pouvoir avoir des applications, ça a été très bien expliqué par Christophe, on va pouvoir embarquer sur cette plateforme des applications qui vont aussi pouvoir évoluer en fonction des besoins du client. Alors, toute cette première partie de management énergétique qui est ultra importante, c'est de se projeter, de faire des simulations, de voir comment on va pouvoir, si je change les vitrages, si je fais du relamping, si, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va se passer. Un truc vachement plus légal, c'est comment je vais répondre au décret tertiaire et comment je vais remplir le formulaire de l'ADEME avec les objectifs qui me sont fixés. Ça, cette partie-là. Et puis après, avec ceci, être capable de simuler. Donc, toute cette chaîne technique, on l'a travaillée, on l'a élaborée pour qu'elle soit la plus simple possible. Et effectivement, on est arrivé aujourd'hui à un produit fini sur ce véhicule technique qui est très packagé. Qu'on diffuse maintenant, on en parlera, j'imagine, de notre club EBI, entreprise bâtiment intelligent, pour l'instant Seine-et-Marnais, mais que j'espère voir fleurir dans tout le reste de la France, parce que ce véhicule technique, on l'a élaboré de manière à ce qu'il soit le plus simple possible, le moins invasif possible chez les clients, puis après on va parler un petit peu d'argent aussi, qu'il soit le moins cher possible aussi pour les clients, puis on va reparler un peu d'argent aussi. Quand on parle de municipalités qui ont la capacité de passer des commandes en deçà d'un seuil de 100 000 euros sans avoir de publicité ou d'appel d'offres à faire, on souhaitait aussi sur cette partie-là être dans cette gamme de prix, être capable d'accéder aux municipalités avec cette solution, leur proposer cette solution packagée, pour qu'on puisse travailler directement, comme je le disais tout à l'heure, avec ces municipalités et avec nos entreprises qui sont au plus près du terrain. Donc voilà, ça environne un petit peu cette solution technique et la simplification de ces solutions techniques. Alors derrière toutes ces simplifications, il y a eu beaucoup de travail depuis 2 ans pour aboutir aujourd'hui à ce véhicule technique. Alors ce véhicule technique, il est packagé aussi avec d'autres solutions, mais j'imagine qu'on va en parler. Exactement. Alors, au-delà de la co-construction pour justement mener à bien ce projet, développer cette plateforme depuis 2 ans avec Siemens, quels sont les 1 ou 2 autres critères qui ont fait pencher la balance vers Siemens et pas un autre acteur? C'est une vraie très bonne question. Parce que quand on est entrepreneur du bâtiment, quand on est adhérent de l'UMGCCP, on a des compétences, on a souvent plein d'idées, plein d'opportunités locales à mettre en œuvre. Et on sait aussi qu'il y a un risque, et là je vais être très politique, mais malheureusement c'est le sujet aussi. Nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est être ubérisé dans un système, c'est-à-dire devenir juste le bras armé d'un opérateur, quelle que soit sa taille, qui va nous dire voilà ce que vous allez poser, voilà où vous allez le poser, voilà à quel prix vous allez le poser, voilà quand vous allez le poser. Moi, je pense qu'il y a vraiment une force et une compétence de nos entreprises sur le territoire, avec ce dialogue avec les clients en proximité, d'être force de prescription. Il n'en reste pas moins que derrière ça, il a fallu trouver effectivement un partenaire qui puisse comprendre cet état d'esprit et le respecter. Et puis, de l'autre côté, on ne peut pas délivrer une solution technique qui est solution technique, mais aussi solution de financement, qui est aussi une solution de formation derrière. On ne peut pas délivrer un package, cette espèce de catalogue de solutions à nos adhérents,
avec des opérateurs qui n'ont pas de compétences ou qui n'ont pas de surface nationale ou internationale et qui n'ont pas de robustesse et qui n'ont pas de pérennité dans le temps. Donc c'est ce qui a fait que ce dialogue qui s'est institué avec la société Siemens il y a 2 ans, s'est construit sur cet échange-là. Demander à un industriel qui a de la pérennité, qui a de la robustesse, qui a du savoir-faire dans le domaine industriel et dans le bâtiment déjà, sur le domaine de la GTC et de la GTB, qui a la volonté de s'inscrire aussi dans cette dynamique de rénovation énergétique globale avec la puissance de feu d'un industriel comme Siemens, mais qui nous a écoutés et qui est capable aujourd'hui, on le voit avec le club EBI, de répondre au niveau de nos clubs EBI, de mettre à disposition des moyens et des accompagnements pour que nos adhérents, nos spécialistes, soient les porteurs de la solution et qui puissent prescrire la solution à leurs clients et en même temps l'adapter aux besoins. C'est un gros travail de 2 ans. C'est un travail gagnant-gagnant aussi de mon point de vue, puisqu'il y a, de notre point de vue bien entendu, puisque nous on bénéficie, je dirais, d'une expertise technique et d'une solution aussi de financement qu'on a travaillé avec la société Siemens, d'une solution de formation aussi. En ce moment, de mon entreprise, j'ai 2 personnes qui sont en formation au centre de formation de Vélizy, plus technique, sur des choses un petit peu plus techniques. C'est vraiment important parce que c'est gagnant-gagnant pour nous, bien sûr, entreprises, mais je pense aussi pour l'industriel, parce que ça permet aussi d'accéder à des ressources opérationnelles, à des gens qui sont sur le terrain, près de chez les clients, qui vont pouvoir mettre en œuvre des solutions de la bonne manière. Et je pense que dans le temps, c'est gagnant-gagnant. Donc, dans les grands enclenchements, il y a eu cette option politique et stratégique qui a été prise avec l'industriel. Et puis, il y a aussi cette option qui a été prise aussi, on a suivi ce sujet-là, on l'a aussi co-développé, cette solution de plateforme de management énergétique, qui n'est pas inscrite dans le marbre, mais qui est vraiment cette solution, comme le disait beaucoup mieux que moi tout à l'heure Christophe, d'un iOS, d'un système d'exploitation sur lequel on vient plugger des applications. Alors les applications natives qui sont nécessaires, suffisantes et indispensables par rapport au management énergétique, et puis après d'autres applications. Et ça, pour moi, ça me passionne parce que ça nous permet aussi, nous, sur le terrain, d'être capables de répondre à d'autres demandes. Tout à l'heure, je parlais de photovoltaïque, de bornes RVE, on parle de gestion de l'eau. Et donc, on voit bien que sur le terrain, quand on est en contact avec les clients chez des petits industriels, dans des zones d'activité ou dans des mairies, eh bien, il y a cette notion-là, ah ouais, mais alors moi, j'aimerais bien contrôler la flotte parce que j'ai une grosse consommation d'eau, j'ai un process de fabrication, et j'aimerais bien contrôler ça aussi, avoir des informations là-dessus. Et là, avec ce système-là, on est capable d'accueillir ces applications. Et puis j'irai encore un petit peu plus loin, c'est qu'on a cherché aussi tout de suite à se poser la question, quand on parle de management énergétique, là on parle d'un sale terme, le smart building, voilà, le building numérique et la gestion du bâtiment en particulier. Mais on voit bien aussi qu'après, il y a des besoins qui se dessinent dans le temps et qui vont arriver très très vite. Déjà, on voit là sur les laboratoires qu'on a fait en temps direct. On a fait un site scolaire sur lequel il y a 4 bâtiments, plus un bâtiment en construction. Il y a un château du XVIIIe siècle, une école qui a été construite il y a 10 ans. Il y a une extension au château qui a été faite, et là on construit une nouvelle école toute neuve. Et donc là on voit bien qu'on est déjà sur un besoin d'un client, mais déjà c'est multisite. Donc il fallait aussi qu'on ait une capacité de répondre avec la solution technique qu'on propose à un site multibâtiment. Et puis après, on a parlé de plans de comptage beaucoup plus globaux, qui s'inscrivent dans des plans avec des propriétaires fonciers qui ont plusieurs bâtiments à gérer et qui ont des exigences de plans de comptage qui sont avec des enjeux assez importants. Et puis donc là, on passe du monosite multibâtiment au multisite multibâtiment. Et il fallait aussi qu'on ait un outil qui nous permette d'aller ensuite faire évoluer la plateforme pour aller connecter ces différents bâtiments en fonction des besoins des clients. Et puis on va encore un peu plus loin, on part du smart building et puis on va au smart city. Et je crois que quand on a cette culture un peu sur l'énergie, on a tous commencé à comprendre de près ou de loin qu'il va y avoir une énorme question de flexibilité. Cette question de flexibilité, elle va se poser sur la consommation d'énergie, sur la production d'énergie. Elle va s'inscrire sur deux plans. Une flexibilité dans le temps, c'est-à-dire à quel moment nos clients et nous-mêmes, on va consommer par rapport à la disponibilité de l'énergie, et puis une flexibilité sur la disponibilité des énergies. Est-ce que je vais consommer à tel moment de l'énergie, de l'électricité verte, de l'électricité éolienne, pourquoi pas du gaz méthanisé qui est disponible sur le réseau, du réseau de chaleur, et ainsi de suite.
Et quand on regarde ça un petit peu dans le temps, on se dit aussi la solution qu'on est en train de dessiner aujourd'hui, elle ne peut pas répondre tout de suite à ces besoins-là, mais en tout cas, il faut qu'elle ait la capacité d'y répondre. Et c'est aussi ça qui a guidé notre choix et qui a guidé aussi le développement, c'est d'être capable après de dire à nos clients, bon voilà, vous êtes cette solution-là, on vous la propose, ça répond tout de suite. C'est basique, le compteur, le GPS, on programme le GPS et on vous accompagne. Puis demain, quand ce GPS, il faudra qu'il soit connecté sur plusieurs voitures pour savoir s'il va y avoir un embouteillage ou pas, ça sera capable on sera en capacité de le faire. Et puis le dernier point, c'est que bien sûr, des conventions comme on a mis en place avec Siemens depuis 2 ans et tout ce travail collaboratif, il faut aussi répondre à la libre concurrence, il faut aussi répondre à la loi sur l'interopérabilité et sur des systèmes qui sont ouverts. Et ça, c'est la loi qui permet à nos clients aussi, s'ils le souhaitent, de venir connecter d'autres systèmes, ainsi de suite. Et ça, c'est la base aussi. Je comprends bien, il y a eu un critère de pérennité, de robustesse, la capacité d'aller plus loin, la co-construction. C'est les 3 critères qui ont fait que vous avez travaillé en partenariat depuis 2 ans dans ce club, donc EBI 77. Christophe, je vous redonne la parole puisque vous évoquiez cet ensemble scolaire. Et cet ensemble scolaire, il y a l'une de vos entreprises également qui est en train de travailler dessus avec une solution de plateforme énergétique. Et d'ailleurs, ça s'inscrit, ce site scolaire, dans le cadre de la 2e édition du concours CUBE, concours usage bâtiment efficace, un concours lancé il y a 2 ans par RTE autour de la sobriété énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Christophe ? Oui, tout à fait. Donc le concours CUBE, c'est le championnat de France, en quelque sorte. Là, on sort des JO, c'est le championnat de France des économies d'énergie. Donc c'est assez ludique, c'est assez efficace pour mobiliser en fait l'ensemble des acteurs dans un bâtiment, mais on y reviendra. Il y a deux concours CUBE. Et Siemens, d'ailleurs, s'est engagé dès le début, dès la crise en fait, énergétique. On avait tous peur que l'hiver arrive un blackout. Et donc, l'idée a été de mettre en place, RTE notamment a mis en place CUBE pour la flexibilité. J'ai beaucoup apprécié le regard de Stéphane sur la flexibilité. Pourquoi produire plus ? Peut-être consommer mieux et consommer pas tous en même temps, si on le peut. Donc c'est ça en fait l'idée du concours CUBE, c'est de mettre en exergue en fait les possibilités de pouvoir consommer à des moments de la journée et peut-être s'effacer sans se consommer différemment à d'autres heures si on le peut, plutôt qu'aux heures de pointe, le matin entre 7h et 9h et par exemple le soir entre 17h et 19h. Donc l'idée c'est ça, l'idée du concours CUBE, c'est vraiment d'arriver avec des systèmes comme EcoWatt ou autres, à économiser. Et d'ailleurs, le bâtiment de Vélizy est arrivé sur le podium du concours CUBE. Et puis, c'est vrai que l'entreprise Enezen a toujours cette innovation en elle. Elle propose des choses, elle utilise des choses, et se lancer dans le concours CUBE sur son propre bâtiment, ça c'est déjà quelque chose de très important, c'est de pouvoir tester, embarquer les collaboratrices et collaborateurs également, et qu'elles aient ce regard aussi sur la consommation énergétique. Et puis sur l'école, là c'est pareil, c'est concours CUBE S, donc il y a CUBE Flex pour les entreprises, CUBE S comme secondaire, notamment les écoles primaires et les collèges, qui vont permettre en fait d'activer tout un élément ludique autour de la consommation d'énergie pour moins consommer, embarquer des habitudes différentes, embarquer toutes les équipes, les agents municipaux, les agents de l'école, les parents, les enfants, les professeurs, etc., autour de l'économie d'énergie. Donc c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans ce qu'a fait Enezen pour son bâtiment et pour l'école, c'est qu'elle concourt aussi aux éco-gestes. Et on ne parviendra pas, comme on l'a dit également, à la transition énergétique si on n'embarque pas tout le monde. Encore une fois, on peut avoir de très bons outils, Nicolas, mais il nous faut aussi également l'humain au centre des économies d'énergie. En parlant d'outils, on va aborder le volet formation avec vous dans un instant, Marie-Hélène. Juste avant, Stéphane, un mot justement sur, sur ce site scolaire qu'on comprenne. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et c'est un sujet qui est passionnant parce que tout à l'heure, je suis toujours dans mes descriptions un petit peu autour des véhicules. Et là. Ah, voilà, mais bon, souvent ça permet de comprendre. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, quand on a une clé à molette, il faut savoir quel boulon on va serrer. Et puis c'est sûr aussi que quand on a un compteur, un GPS, il n'en reste pas moins qu'il va falloir conduire, il faut apprendre à conduire. Ça fait plusieurs années qu'avec le MGCCP, on travaille sur ce sujet-là, avec une grosse question, c'est qu'effectivement, on donne les moyens à des bâtiments, à des systèmes de production d'énergie de consommer moins, mais il y a toujours l'usager qui est dans la boucle. Et dans cette grosse question, je reviens un petit peu sur un aspect politique avec ma casquette FFB, il y a une grosse question pour nous, entrepreneurs, c'est que
sur les moyens, sur l'accompagnement, on est vraiment leader, je dirais, on a toutes les compétences, mais quand il faut s'engager sur le résultat, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a celui qui allume et qui éteint la lumière, ou qui ne respecte pas la programmation, ainsi de suite. Donc, ce Concours Cube, il a ça d'intéressant, c'est que vraiment, ça met dans la boucle les usagers, et les usagers dans des écoles ou dans des bâtiments tertiaires. Enfin, voilà, il y a ces différents secteurs, ces différents compartiments de jeu. Et là, ça devient très intéressant parce que là, on commence à mettre l'usager dans la consommation, lui donner les outils pour performer, lui donner des explications pédagogiques. Et là, on commence à rentrer dans un champ où vraiment, là, on couvre le champ global des économies d'énergie. Moi, ce qui me tient à cœur aussi, c'est bien sûr la facture économique de l'énergie, mais c'est aussi la production de gaz à effet de serre, qui est quand même aujourd'hui ce qu'on va laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il y a un vrai enjeu. Et alors, ce qui est passionnant dans un groupe scolaire, c'est qu'on traverse, je dirais, l'usager, le monsieur qui est au service généraux, qui va programmer, ainsi de suite. On traverse ça, ça devient un sujet pédagogique pour les enfants et pour les professeurs. Et là, ce qu'on espère là, sur le groupe scolaire, c'est réussir à mobiliser les élèves. Ça a déjà été fait dans ce groupe scolaire-là sur la gestion des déchets, par exemple, le tri des déchets à la cantine. Donc on voit qu'on arrive à culturer. Et puis en plus, là, ce qui est génial dans ce groupe scolaire, c'est qu'on passe de la maternelle au lycée. Donc on a maternelle, école élémentaire, collège, lycée. Et donc là, on va arriver probablement, je l'espère, à mobiliser l'ensemble des élèves, chacun à leur niveau, sur ce concours cube qui est... Voilà. Et derrière ça, en amont de ça, on a mis en place cet outil dont on parlait tout à l'heure de management énergétique qui va permettre de mesurer. Alors, on n'a pas encore gagné, parce que c'est compliqué, ça demande de l'énergie, mais on y croit, mais en tout cas, on y va. Bon, il nous reste un gros quart d'heure à passer ensemble tous les trois avant de répondre à vos questions. Continuez à nous les envoyer via le chat, on s'en fera le relais, donc d'ici une quinzaine de minutes. D'ici là, Marie-Hélène, un volet important à aborder ensemble, c'est le volet formation autour de ces systèmes de management énergétique et plus largement des systèmes GTB. Quelles sont les questions d'ailleurs que se posent aujourd'hui vos stagiaires autour de la norme GTB ? Alors effectivement, donc le COSIC, c'est un centre d'études et de recherche, mais aussi un centre de formation autour du CVC. Donc on propose des formations sur les systèmes de GTB depuis longtemps. Alors nos stagiaires, ils sont variés déjà. Ça va du maître d'ouvrage, l'entreprise, jusqu'à l'exploitant, etc. Voilà. Il y a toujours beaucoup de questions effectivement sur les protocoles. Voilà. C'est une source d'un peu de curiosité. Voilà, les protocoles, les passerelles, etc. Donc c'est un petit peu étonnant, mais c'est souvent ça en fait les premières questions qui les fait venir. Après, il y a en ce moment, vous vous en doutez, beaucoup de questions autour de l'application du décret BAX. Voilà. Les questions, c'est est-ce que mon bâtiment il est concerné ? Ces notions de puissance, seuil, c'est pas forcément aussi évident que ça, même s'il y a des guides d'application du CEREMA qui expliquent ça. C'est ma GTB en bâtiment existant, ma GTB, est-ce qu'elle coche toutes les cases ? Voilà, quelles sont les exigences ? Effectivement, il y en a. Et puis également, comment je peux faire financer ce système de GTB ? Et la question, c'est est-ce que le mécanisme des C2E va permettre de financer, alors bien sûr tout ça en lien avec la norme NFEN ISO 52120, qui est la norme sur les systèmes de GTB, qui donne 4 classes de GTB, qui donne des fonctionnalités aussi pour le chauffage, la ventilation, la climatisation. Voilà, donc c'est effectivement toutes ces questions-là qu'on va retrouver en ce moment. Alors, il y a beaucoup de questions. En face, je suppose, des offres de formation. Quelle est l'offre de formation aujourd'hui au COSTIC consacrée à ces sujets autour de la GTB ? Alors, on forme sur la GTB depuis très très longtemps au COSTIC. Voilà, donc on a une offre de formation autour d'une formation en 3 jours, voilà, où on est plutôt... Alors, on ne forme pas forcément aux outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils bien sûr qui existent, mais on forme plutôt sur les bonnes pratiques de développement d'un projet de GTB. Voilà. Dans une logique, et ça nous tient à cœur, de commissionnement, voilà, de qualité, de procédure qualité appliquée à la mise en place d'un système de GTB. Donc alors on a des retours d'expérience, effectivement, nous, sur des systèmes de GTB. On voit bien les écueils, et beaucoup les connaissent, ces écueils-là. Donc, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, ça part d'un bon cahier des charges. Voilà, il faut prendre le temps de ce cahier des charges fonctionnel. Il y a eu des exemples qui sont donnés d'adaptation, bien sûr. On parle de plan de comptage, etc. On parle aussi beaucoup, et ça c'est un point aussi important, la mise au point du système de GTB. Voilà, il faut que ça soit mis au point. On est, nous, utilisateurs de systèmes de GTB dans certaines études que l'on mène au COSTIC. Et effectivement, la première chose qu'on fait, c'est souvent de mettre au point
Voilà. Vérifier que les compteurs sont bien adressés, etc. Voilà, bien configurés. Donc ça, c'est un point qui est très important. Voilà. Donc on insiste sur ces aspects-là. Et puis, vous l'évoquiez aussi, la mise en main, voilà, aux utilisateurs. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc on est vraiment sur plutôt ces bonnes pratiques. Et puis ensuite, on a un format un petit peu plus court autour de ce qu'on appelle des gestions techniques. Donc sur une journée, voilà, on parle GTB sur une journée. Et puis on a lancé une nouvelle journée technique sur l'application du décret BAX. Et on a eu, donc toujours en distanciel au mois de novembre, sur la première journée animée, une vingtaine de personnes qui nous ont suivis, voilà, inscrits à cette formation. Et avec là, donc ça nous a aussi ouvert sur effectivement les questions qui sont posées, voilà, autour de ça. Donc ça, c'est vraiment les formations qu'on va proposer sur le système de GTB en lui-même et le décret BAX. Après, bien sûr, tout un tas de formations sur la régulation, la programmation, voilà, on s'en doute bien. Aussi sur l'analyse des données, voilà, comment on analyse des données, donc former plutôt les gens qui vont avoir des rapports, voilà, des graphiques, etc., et qui doivent bien évidemment connaître les systèmes de CVC pour faire les bonnes propositions d'amélioration. Voilà, donc on est sur toutes ces formations-là. Stéphane, quel est votre regard sur la formation ? Bien, la formation, nous, alors bien sûr, ce que dit Marie-Hélène est primordial. Après, nous, on a abordé la formation par rapport à la mise en œuvre de cette solution qu'on propose avec EBI 77. Donc avec ce package de la solution technique, donc du véhicule financier qui va avec vers le client, et puis derrière les véhicules de formation et aussi de support technique qu'on demande en support à la société Siemens. Alors nous, la formation, effectivement, nous on pense que nos adhérents, ils ont tous les embryons de compétences, si ce n'est plus, dans chacun des secteurs. Puis après, c'est pas étonnant ce que vous disiez, Marie-Hélène, où il y a des demandes sur de la programmation particulière. Quand on a élaboré, on a pris ces différents cas d'usage sur lesquels on a testé et mis en œuvre les solutions. On a bien vu qu'il y avait à un moment des problématiques techniques. Ce que connaissent tous nos adhérents qui sont dans le domaine. J'ai de la détente directe à tous les étages avec une interface que je dois remonter sur notre management énergétique. Bon, il y a une passerelle à mettre en place. Il y a déjà un système qui est existant chez un de nos fournisseurs, Mitsubishi, Hitachi, Dekin et je ne sais qui. Et puis, il va falloir qu'on récupère ça pour le faire vivre avec une centrale de traitement d'air, avec des convecteurs électriques, et ainsi de suite, y compris dans des petits bâtiments tertiaires. Donc, des sujets comme ça, voilà, ça, c'est des sujets qui demandent une formation assez précise et effectivement, qui est soit délivrée maintenant à Vélizy chez Siemens et qui est à disposition de nos adhérents, soit effectivement au caustique, où voilà, il y a ces formations-là. Et puis après, on a aussi beaucoup travaillé pour réduire le champ et avoir une interface et une accessibilité, je dirais, à toutes ces problématiques. Notamment, on a développé un outil de chiffrage. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, on a un outil de chiffrage qui permet aux gens qui sont dans le club EBI, d'avoir un outil de chiffrage assez simple. J'arrive sur tel bâtiment, c'est quoi le système de chauffage, il y a combien de radiateurs, c'est une pompe à chaleur, et ainsi de suite. Et boum, ça descend. La solution technique qu'il va falloir mettre en place en termes d'appareillage numérique, et ça permet de le chiffrer tout de suite, et donc nos adhérents là-dessus peuvent être prescripteurs, quoi. Et puis, bien sûr, en termes de formation, on a aussi travaillé beaucoup sur la partie financement, parce que la partie financement est un point essentiel aussi de la réussite de la rénovation énergétique. On en a assez peu parlé là parce que ce n'est pas le sujet immédiat, mais clairement, si on n'arrive pas à amener des véhicules de financement, des solutions de financement à nos clients, c'est des rénovations énergétiques qui vont rester bloquées par manque de sous. Alors, en cela, la plateforme de management énergétique, comme on le disait, qui nous permet de projeter des usages, permet de projeter les économies d'énergie, ainsi de suite, et donc de projeter des retours sur investissement, les fameux ROI, qui permettent d'établir les financements. Donc on a aussi travaillé pour simplifier ce process qui, des fois, peut demander des formations aussi, de propositions à nos clients, de dire, voilà, moi je suis entrepreneur, on a une solution de financement, voilà, en fonction du montant de l'opération et de ce qu'on va faire chez vous, voilà ce qu'on vous propose en financement par rapport au ROI. Et là, c'est pareil, en amont, on a travaillé sur ce sujet-là.
Et après, en formation, c'est vrai qu'il y a ce sujet aussi de calibrer un petit peu les aides. Nos adhérents ont vraiment l'habitude, avec MaPrimeRénov' et les C2E, ils manipulent toutes ces données-là et qui sont assez complexes, des fois même bien plus complexes chez les particuliers que ça peut l'être ailleurs. Et sur le sujet de la GTC-GTB, il y a vraiment là, par contre, effectivement, de la formation à avoir, et des informations aussi à avoir pour savoir à quelle classe de système de GTB on a affaire, existant ou pas existant, pour après aller chercher les subventions. Donc voilà, dans ce champ de la formation en particulier, des réponses qui sont données par l'industriel sur des process très particuliers, précis, qui sont... somme toute assez simple d'accès pour nous. Voilà, moi, mes collaborateurs qui ont accédé à ces formations-là, qui ne sont pas du domaine de l'intégration et des grands spécialistes de l'intégration, ont eu accès assez facilement. Puis après, voilà, je pense sur le champ un peu légal, la mise en application, comment isoler les sujets. Et justement, comme il nous reste 5 minutes avant de passer à vos questions qu'on attend via le chat, allez-y, elles sont les bienvenues. Christophe, côté industriel, quel accompagnement proposez-vous en termes de formation ? Alors un industriel comme Siemens se doit forcément d'accompagner les entreprises. Et pour ceux qui nous regardent, évidemment, nous sommes très ouverts à évaluer le besoin parce que, comme l'a dit Marie-Hélène, d'abord c'est peut-être évaluer le besoin. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un vernis technique ? Est-ce qu'on a besoin, au contraire, d'aller vraiment en profondeur dans tout l'aspect normatif ? Donc voilà, on va adapter en fait les formations. Bien sûr qu'on a un bouquet de formations. Nous avons plus d'une 40aine de formations. On a Siemens Academy. On a un centre important à Vélizy pour Smart Infrastructure. Et on a également 42 agents sur tout le territoire français. Donc on peut aussi, dans le cadre d'un déploiement éventuel de ce que nous avons fait avec le club EBI 77, de le faire aussi sur l'ensemble de la France. Mais on a une forte demande aussi actuellement. On propose beaucoup de e-learning parce que nos clients aussi prennent ce pas-là aussi du e-learning. Et ça va vite parce que parfois, comme je vous l'ai dit, si c'est un vernis, c'est 2 heures, 4 heures de formation. Voilà, donc on peut mobiliser aussi en tant que patron d'entreprise ses équipes. Et puis on a également, pour le club EBI 77, fait évoluer aussi différents éléments. Parce que comme l'a rappelé Stéphane tout à l'heure, certes, il y a la norme, certes, il y a les engagements de nos clients, mais il y a aussi et surtout la démarche de l'entrepreneur UMGCCP, par exemple, de l'adhérent, pour pouvoir aller chercher des nouveaux marchés, des leviers de croissance. Et on a bien conscience que pour accompagner ce développement, il faut mettre en face des formations, mais pas forcément techniques. Elles sont aussi sur les argumentaires commerciaux, elles sont sur une approche aussi client, puisque ce monde de l'énergie, il est aussi nouveau, en quelque sorte poussé à l'extrême aujourd'hui, parce qu'il y a urgence pour la planète. Donc on a tous ces éléments-là aussi d'accompagnement pour avoir les arguments différenciants, en quoi la solution Siemens Building X est différente, en quoi, moi, entrepreneur UMGCCP, je peux aujourd'hui aller l'expliquer. Mais j'ai vu déjà l'intérêt très important lors des réunions techniques de La Rochelle ou de Vichy récemment. On a pu exprimer aussi différents éléments autour de nos équipements de terrain, thermostats, vannes thermostatiques, etc. Et puis les plateformes. Mais j'ai vu l'intérêt déjà important des adhérents autour de cela. Donc nous sommes là, à leur côté, pour vraiment les accompagner. Et puis enfin, et là où les personnes qui nous regardent pourraient le tester juste après l'émission, ils tapent EPC Tool Siemens dans Google et ils vont voir apparaître un outil de dimensionnement. Alors ce n'est pas celui du club EBI 77, il est beaucoup plus simple et fait pour EDEX, Energy Data Explorer, Building X. Mais là, vous avez l'ensemble, la possibilité d'aborder déjà un projet énergétique, GTB, GTC, etc., au sein de ce EPC Tool Siemens. Tool T2OL, outil EPC Tool Siemens. Et là, vous avez déjà un aperçu de ce que l'on peut faire très facilement sur un projet. Et pour terminer, avant de passer à vos questions, je vais vous demander en 1 minute chacun, de manière assez concise. On a parlé de plein de choses depuis 9h30, le début de ces échanges autour des systèmes de GTB, les plateformes de management énergétique. S'il fallait retenir qu'une chose, le message essentiel pour celles et ceux qui nous regardent. Marie-Hélène, tout d'abord.
Alors le message, c'est effectivement d'avoir un temps de réflexion par rapport à la conception du système de GTB. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qui l'utilisera, etc. Ça peut être l'agent communal, voilà, qui va programmer les salles communales. Ça peut être alors l'energy manager, si on est vraiment voilà, donc le personne qui va analyser. Voilà, donc voilà, il faut bien mettre au point. Ça, j'ai aussi insisté là-dessus. Et puis un volet qu'on n'a pas évoqué, c'est la maintenance aussi du système de GTB. Ça aussi, c'est important dans nos retours d'expérience. On voit que souvent, finalement, il y a de la maintenance sur tout, de l'exploitation sur tout. Les entreprises voilà, sont présentes. Mais le système de GTB en lui-même, finalement, il n'y a pas de maintenance sur Alors, dans le décret BACS, il y a une exigence, justement, de vérification périodique. Alors, je ne parle pas de l'inspection périodique, là, qui est effectivement externalisée. Voilà, donc il y a une vérification. Donc, il faut penser effectivement à la maintenance. Il faut que ce système de GTB, ça reste un outil voilà, qui perdure. Pensons à la maintenance. Et c'était bien de le souligner. En 1 heure, on n'a pas pu tout aborder. Ça va très vite, Exactement, mais vous faites voilà. bien de le souligner, Marilène. Stéphane, en 1 minute, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le message est... Ça va être dur pour moi. Je Je sais, mais- vais essayer d'être super synthétique. Moi, je crois que ce qu'il faut retenir aussi de tout ce qu'on a dit là et de tout ce qu'on a proposé, c'est aussi que pour nos adhérents, pour nos entreprises, il y a des nouveaux clients, il y a des clients près de chez vous, et vous avez les compétences pour aller faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui peut voilà, vous amener du business. Il ne faut pas avoir peur des mots pour développer ou faire vivre votre entreprise. Et c'est à côté de chez vous. Et c'est pour faire un truc qui est quand même vachement sympa, c'est pour réduire l'empreinte des gaz à effet de serre et faire des économies à nos clients. C'est quand même la meilleure chose, quoi. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant et assez passionnant. Donc moi, je crois que c'est ce que je retiendrai, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est que vous allez avoir des nouveaux clients, ça sera près de chez vous et vous allez leur proposer une solution qui va être bénéfique pour tout le monde. Et pour vous, Christophe, pour terminer? Pour terminer, je dirais qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans transition digitale. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot digital, il ne faut pas, j'allais dire, appréhender de trop. On est là pour vraiment accompagner le mouvement. Et je suis persuadé aujourd'hui que c'est la solution, en fait. Mais simplement, elle doit être bien installée, bien exploitée, bien maintenue, comme l'a dit Marie-Hélène. Et je pense que voilà, aujourd'hui, nous sommes tous engagés, en tout cas passionnés et engagés. Je salue toutes les équipes de Siemens qui au quotidien, que ce soit la partie commerciale, technique, formation, dans toutes les régions qui accompagnent nos clients et nos nouveaux clients. Donc c'est vraiment important aujourd'hui voilà, d'aborder cet élément digital de façon tranquille. Et voilà, quelques formations et c'est parti. Merci à tous les trois, évidemment, vous restez à mes côtés. On va passer à vos questions maintenant. Mohamed Abaoui, ingénieur à l'UMGCCP, nous a rejoint. Il est juste derrière la caméra, mais on va entendre sa voix. C'est lui qui est le relais de vos questions. Allons-y pour la première. Oui, bonjour. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'interactions sur le chat. Alors, pour commencer, il y a une question sur les connaissances et les compétences pour le dimensionnement et la mise en œuvre d'une GTB. Alors, les connaissances à avoir pour le dimensionnement d'une GTB. Marie-Hélène, un mot peut-être qu'il y a justement une formation proposée là-dessus. Oui, on ne va pas forcément dans le détail. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le dimensionnement. On va supposer que c'est effectivement le dimensionnement en termes de nombre de points, peut-être, Christophe. Je ne sais pas. Hein, voilà. Ouais, dimensionner l'installation. Je pense que c'est ça, donc Oui. dimensionner l'installation. Alors, je dirais bien que tout part de ce qu'on veut faire, en fait, avec le système de GTB. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Voilà. Est-ce qu'on veut suivre l'ensemble des postes? Voilà. Donc, on part, en fait, c'est plutôt quels indicateurs je veux suivre. Voilà, je veux suivre la consommation de chauffage divisée par les DGU, parce que c'est un super indicateur et on va tout de suite détecter des dérives. Donc, ça veut dire là, et de l'indicateur va découler effectivement les compteurs, vous en avez parlé, les compteurs d'énergie, les compteurs électriques, etc., etc. Voilà. Donc tout part de ça. Et donc là, on arrive on va chiffrer effectivement en fonction du nombre de points. Donc ça peut être des points d'entrée, des compteurs, voilà, des sondes de température, des capteurs, etc. Ou bien des points de sortie de commande. Voilà. Donc, et on va chiffrer, donc dimensionner en fait de cette façon-là. Voilà. Christophe. Pour appuyer le propos de Marie-Hélène, justement, EPC Tool, si on regarde donc l'outil que je vous ai cité tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire dimensionner les différentes classes sur lesquelles nous pouvons travailler. Et ensuite, le dimensionnement, c'est évidemment de pouvoir calibrer les différentes solutions technologiques et aussi le suivi
humain, parce qu'encore une fois, si on n'a pas un économe de flux derrière, ou on n'a pas une personne aguerrie, ça ne servirait à rien. Donc c'est vraiment ça le dimensionnement pour pouvoir mieux appréhender en fait le local, le bâtiment, etc. Parce que chaque projet est bien différent, hein, chaque projet est spécifique, et donc le dimensionnement, ça veut dire petit bâtiment, moyen bâtiment ou très grand bâtiment, flotte de bâtiments. Et nous avons la réponse technologique, technique et humaine à chaque dimensionnement de bâtiment. Parfois, ça va être juste simplement de ce qu'on appelle une connect box chez nous avec voilà, simplement récupérer quelques informations. Parfois, ça va être vraiment une GTC, une GTB très pointue, très importante. Et puis parfois, ça va être du DESIGO CC, pour ceux qui connaissent, et ça va être vraiment à gérer une flotte de bâtiments. Ça peut être 15, 20, 30 bâtiments dans une ville. On l'a fait dans le cas, par exemple, de la région Grand Est, où nous avions 120 lycées à gérer sur les différents sites. Et ces différents sites étaient bien répartis sur toute la région. Donc voilà, on a ces éléments de dimensionnement. C'est vraiment de faire un état des lieux et ensuite d'être aidé sur la partie de cette gestion énergétique. Stéphane. Moi, j'ai un complément de réponse aussi, parce que ça a été, par Marie-Hélène et Christophe, le sujet a bien été balayé. Moi, je le vois du côté entrepreneur. Le dimensionnement, effectivement, jusqu'à présent, les GTC, GTB étaient dimensionnés pas en fonction du besoin du client, mais en fonction des capacités de ce qu'on avait à proposer. Donc, on proposait des nombres de points, des nombres de points, des nombres de points. Moi, je pense que ça, on arrivait à une limite là, dans ce sujet-là. Et nous, entrepreneurs, et par rapport aux solutions qu'on propose, je crois qu'il faut raisonner sur trois critères. Le comptage, les capteurs et les actionneurs. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans le bâtiment pour faire le management énergétique? Le premier truc que j'ai à faire, c'est les compteurs. Il faut que j'ai le système de comptage qui va pouvoir remonter sur ce premier étage. Et puis après, quand je veux aller plus loin, et quelquefois c'est tout de suite avec le décret BAX, il me faut des capteurs et puis quelques actionneurs. Et là, effectivement, si on parle de ce dimensionnement-là, qu'est-ce que j'ai besoin comme produit plutôt que comme nombre de points, on va dire, on a les outils, effectivement, en particulier un moteur de chiffrage qui nous permet, qu'on a élaboré et que Siemens a élaboré pour le club EBI, qui permet de dimensionner en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est bête et méchant, quelles sont les énergies, combien il y a de radiateurs, est-ce qu'il y a une centrale de traitement d'air, une VMC, et ainsi de suite. Et à partir de là, de dire, pour répondre à cette solution de comptage et puis avoir du pilotage, voilà comment ça s'égrène. Donc c'est un peu comme ça qu'on dimensionne le truc, quand on n'est pas des spécialistes de la spécialité et qu'on n'est pas en train de vendre 500 000 points à quelqu'un qui en a besoin de peut-être 2. Allez, on va prendre une seconde question tout de suite. Oui, effectivement, certains autres auditeurs se posent la question justement des précautions à prendre autour de la propriété des données. Ah oui, tout à fait. Quand on parle systèmes digitaux, Bien plateformes, il y a cette question des données. Christophe. Bien sûr. Donc les données, déjà, elles sont le propriétaire de la data, c'est toujours de la donnée, c'est toujours donc le maître d'ouvrage ou l'exploitant ou autre, mais il y a toujours un propriétaire de la donnée. Et il est bien clair que cette donnée aussi, elle doit être sécurisée. Et chez Siemens, on a cet avantage aussi, parmi les 55 000 brevets qu'on a déposés depuis 175 ans, d'avoir aussi un très grand volet sur la cybersécurité et la sûreté. Donc on peut aussi imaginer du contrôle d'accès, on peut imaginer des caméras, on peut imaginer ce genre de choses. Eh bien, ça fonctionne tout à fait de façon identique. On collecte de la donnée, elle est bien sécurisée et elle est bien propriétaire au niveau du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Vous nous rassurez comme ça sur ces questions. Une troisième question tout de suite. La troisième question va plutôt être orientée sur l'interopérabilité qu'on a évoquée tout à l'heure dans l'émission. Effectivement, les textes en parlent. Alors, devons-nous comprendre que les systèmes aujourd'hui communicants doivent être ouverts? Marie-Hélène. Premier niveau de réponse, oui, allez-y. Par rapport au décret BAX, ça fait partie des exigences. Voilà, c'est-à-dire que le système de GTB qui est mis en place doit être interopérable, c'est écrit comme ça. Voilà. Le premier niveau de réponse. Après, peut-être Stéphane, c'est vous qui aviez évoqué l'interopérabilité. Voilà. Oui, c'est moi, j'avais ouvert le débat, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toujours pareil, on a quand même cette question-là devant les yeux, de se dire, est-ce que je vais être enfermé dans un protocole et ainsi de suite. Alors la réponse légale, elle a été prononcée par Marie-Hélène, et là, les protocoles doivent être ouverts, pouvoir être interopérables les uns avec les autres. Et puis la deuxième réponse, qui est plutôt la solution technique, c'est que quand on a travaillé effectivement à élaborer la solution technique, on a amené cette solution avec la Dropbox, là, notamment dont parlait Christophe tout à l'heure. Et cette Dropbox a des multi-protocoles. Ça veut dire aussi que
Dire c'est protocole ouvert et c'est obligatoire, c'est très bien, mais j'arrive sur un petit bâtiment, il y a déjà un protocole Modbus KNX ou je ne sais quoi qui est en place sur le sujet. Si moi, j'arrive pas à déployer une solution ou à remonter des informations parce que je suis déjà un peu dans ce protocole-là, et du coup, cette Dropbox-là, elle est multi-protocole à partir du moment où on a cette Dropbox, on rentre dessus et après, on peut rentrer tous les protocoles que l'on veut et après, on les ressort pour aller sur la plateforme de management énergétique. Donc, légalement obligatoire, techniquement rendu possible par le système de Dropbox. Je pourrais juste ajouter qu'en effet, aujourd'hui, il est inimaginable pour un client de ne pas pouvoir raccorder en fait des produits, des sujets de marques différentes et de protocoles différents. Donc que ce soit du BACnet, Stéphane l'a évoqué, du KNX ou autre. Donc on reprend bien tous ces protocoles sur les éléments Siemens et ça permet justement de pouvoir aussi rassurer les clients finaux, les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre sur le fait que voilà, on est un peu comme nos systèmes, on se parle aussi entre nous et on va tous, on converge tous vers cet élément donc d'ouverture. Tout à fait. Il nous reste 5 minutes avant de conclure cette émission, mais ça nous laisse le temps de prendre encore quelques questions. En voici une autre. Eh bien, on peut rajouter une question du coup pour la partie pour les bâtiments existants dont il y a des installations, enfin, dont le matériel peut être considéré comme ancien ou en tout cas qui n'est plus d'actualité. Alors ces bâtiments-là doivent-ils faire l'objet justement d'une mise en norme pour répondre aux enjeux du décret tertiaire? On parle des bâtiments existants qui possèdent déjà un système de GTB, mais plutôt qui date un petit peu, quoi. Voilà. Marie-Hélène. Alors, Mohamed a dit décret Bax. Alors, il a dû dire décret tertiaire, mais c'est effectivement décret Bax, je pense. Voilà ce qui. Donc, effectivement, il y a des exigences en fait techniques autour du décret Bax. Donc, il doit y avoir, mais c'est tout ce qu'on a dit, du suivi, de l'analyse, etc. Voilà, de l'archivage aussi, voilà, qui est avec un pas de temps, voilà, indiqué. Donc, toutes ces spécificités-là, toutes ces exigences, effectivement, il faut vérifier que le système GTB en place, en fait, répond à l'ensemble de ces spécificités-là. Voilà, donc il y a la notion en fait d'audit du système de GTB en place. Christophe. Oui, je voulais juste appuyer le propos de Marie-Hélène pour dire qu'aujourd'hui, il y a une étude du GIMELEC qui est sortie le mois dernier sur le fait que déjà 15% seulement des bâtiments sont équipés d'un BAC. Ça, c'est déjà important. Ça veut dire que le marché dont on parle depuis ce matin, c'est 85% des bâtiments en France et c'est énorme. C'est 1,1 milliard de mètres carrés, c'est énorme en termes d'éléments. Donc, les éléments qui sont souvent installés, c'est aussi l'étude qui le révèle, c'est que plus de 50% des GTB en place ne fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire qu'il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Il y a beaucoup de gaspillage et on a évoqué ce matin beaucoup d'éléments autour donc de l'optimisation, d'éviter le gaspillage, d'éviter de produire pour gâcher derrière. Donc vraiment, Marie-Hélène l'a dit, je crois qu'il y a vraiment un élément fort aussi en tant qu'entrepreneur de pouvoir faire ce bilan de début de relations énergétiques et de pouvoir aussi assumer le fait que peut-être il y a des travaux un peu plus importants à faire pour le maître d'ouvrage. Et on va prendre une dernière question, puisqu'on entre dans la dernière ligne droite de cette émission. Alors, Allons-y. effectivement, il y a encore pas mal de questions J'imagine. sur le chat. On va en prendre une au hasard, vraiment. On parle de cahier des charges. Donc du coup, est-ce qu'il est obligatoire de mettre en place un cahier des charges systématiquement, à savoir pour les bâtiments tertiaires, petits tertiaires, et surtout à quoi doivent-ils répondre comme question? Voilà. Bien dire quelques mots. Allez-y, voilà. Marie-Hélène. Allez-y. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de cahier des charges? S'il n'y a pas de cahier des charges, dans le CCTP, on va dire il faut un système de GTB. Voilà, c'est ça en fait. Donc pas de cahier des charges, pas de plan de comptage, etc., etc. Donc ça veut dire que l'entreprise qui va répondre va avoir toute l'attitude effectivement à proposer des choses peut-être très pragmatiques, et c'est un peu ce qu'on a poussé ce matin, ou bien des choses comme vous le disiez, voilà, qui sont pas en adéquation avec les besoins. Voilà, donc c'est la porte ouverte effectivement à un outil qui sera peut-être très complexe, voilà, et qui sera finalement peu utilisé, voire pas du tout utilisé,
après au niveau des utilisateurs. Voilà, donc c'est vraiment la porte ouverte. Et c'est la porte ouverte aussi, hein, des espèces de copier-coller, on ne peut pas dire ça, mais voilà. Donc il faut faire ce travail en amont. Voilà, on l'a déjà dit, c'est super important. Stéphane, Ouais, Christophe. moi je dirais qu'effectivement, alors il y a un peu de salles de jeu, quoi. Sur les grands opérateurs fonciers qui gèrent du multisite et qui ont vraiment des plans de comptage, ainsi de suite, ces professionnels sont en train effectivement de travailler à des cahiers des charges qui vraiment formalisent leurs exigences. Puis après, moi je dirais que par rapport à nos clients à nous, le cahier des charges, il est tout trouvé, hein. C'est la réponse au décret tertiaire. Qu'est-ce que je dois renseigner dans le décret tertiaire et comment je dois renseigner ces scénarios dans le décret tertiaire? Est-ce que l'outil que nous on propose, la solution technique qu'on propose, permet à notre client de répondre à ça? Et c'est ça le cahier des charges. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un cahier des charges légal. Et du coup, dans ce qu'on a énoncé tout à l'heure, le premier étage, hein, c'est ce que j'appelais l'application native, hein, de management énergétique, qui se doit de remonter ses consommations par usage, d'être capable de faire des projections et de les scénariser. On a le cahier des charges qui est tout trouvé. C'est la réponse légale, quoi. Voilà. Christophe. Je dirais juste que, pour appuyer le propos, que le cahier des charges, c'est quand même le cadre qui permet d'avoir une assurance qu'on s'est bien compris, en fait, avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et que quelque part, on ne va pas dévier, en fait, de la réalité, de l'écart avec les différents décrets, et que quelque part, ça va aussi tout au long du processus. Et chez Siemens, on écrit aussi des cahiers, on aide nos clients aussi, on propose aussi des formats tout faits de cahiers des charges. Mais encore une fois, on est bien sur des projets, donc ils sont tous différents. Mais en tout cas, on a une ossature principale qu'on va venir alimenter. Et c'est vraiment très bien, j'allais dire, d'avoir ce regard dès le départ. Et qu'on peut alimenter avec les différents acteurs, avoir des débats, avoir des discussions, pour arriver, encore une fois, à éviter le gaspillage, parce que la meilleure économie, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. Et on restera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été en plateau avec nous ce matin. Merci à vous à distance de nous avoir suivis pour toutes vos questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes les traiter. Vous imaginez bien, on serait sinon encore resté, je pense, jusqu'à midi sur ce plateau, puisque le sujet est vaste, effectivement. Mais l'idée, comme on dit, c'était d'ouvrir un peu vos chakras, et après, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'UMGCCP, notamment si vous avez des questions. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci aux équipes techniques ici en studio à Paris pour avoir assuré la bonne diffusion de cette émission. Une émission qui est bien entendu à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Union. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'heure de l'UMGCCP. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2025. Au revoir.